Mais je vais présenter Daniel avant de te laisser la parole. Professeur titulaire à l'unité d'enseignement au travail social du département des sciences humaines et sociales à l'Université du Québec à Chicoutimi. Tu es également titulaire de la chaire de recherche sur les événements traumatiques, santé mentale et résilience. Tes travaux de recherche portent principalement sur les conséquences des événements traumatiques, des catastrophes sur la santé des individus et également des intervenants, ainsi que le développement des communautés. Donc, tu as vraiment une expertise très, très large. Tu as aussi, des travaux que tu as réalisés, été reconnus en Europe francophone, auprès d'intervenants aussi dans le domaine social. Tu es spécialiste de toutes sortes de tragédies. Ce n'est pas parce qu'on travaille ensemble, Daniel, mais on t'apprécie, tu sais beaucoup. Donc, sans plus tarder, nous allons te laisser la parole. Tu as 45 minutes, donc prends le temps. Je vais te donner aussi le contrôle. Et encore une fois, merci Thomas, merci Pascal et merci Mustapha aussi d'avoir tous les trois, tous les quatre pensé aussi à t'inviter Daniel pour clôturer cette première journée. Voilà. Parfait. Est-ce que je peux partager là? OK. Ouais, je vais te donner le. Alors, Daniel, tu n'es pas dans le sommet de la liste. Ah voilà, ok. Vas-y, tu devrais pouvoir partager. L'animateur a désactivé le partage d'écran par les participants. C'est ça que j'ai comme message. Ah, alors là, je vais te le repartager, mais je vois qu'ici. Non, tu es co-host. OK, parfait. Ouais. Donc, je vais m'en aller. Hop là. OK. Ce ne sera pas long, là, je suis un peu dinosaure. Non, prends ton temps. Est-ce que vous voyez en plein écran maintenant? C'est parfait. Donc, moi, dans le fond, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est vraiment les résultats de notre étude dans le premier concours de risque. On a eu une subvention. Donc, pour identifier les stresseurs primaires et secondaires que vivaient les inondés des inondations 2019 et leur impact sur leur santé globale, dans le fond. C'est une étude, mon PowerPoint, je l'ai fait, puis après ça, j'ai eu, au niveau des statistiques, là, vous allez voir, dans le fond, il y a un volet quanti, là. C'est Michael Bourdeux-Briand qui a fait de l'Université Laval, qui a fait des analyses statistiques, puisque je ne connais rien dans la SPSS. Et Simon Gilbert, c'est mon assistant de recherche qui travaille avec moi sur le projet des inondations, des stresseurs, dans le fond. Je vais vous parler, je vais faire en premier une mise en contexte théorique, parce que c'est quoi ma philosophie par rapport aux inondations. Présenter la mise en contexte méthodologique, c'est quoi la méthodologie de notre étude, les stresseurs qui ont été vécus par les sinistrés dans le volet quanti et quali, puis les impacts sur leur santé psychologique, puis on va une petite conclusion dans le fond là. Hop, ça change-tu ça? Ça ne change pas. Donc, la mise en contexte théorique, dans le fond, c'est pour moi, dans le fond, une catastrophe ou une inondation, ce n'est pas un événement unique. C'est un événement qui engendre un continuum d'événements traumatisants ou stressants qui peuvent s'étendre sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc, c'est pas être victime d'une inondation, c'est pas seulement parce que j'ai eu de l'eau 2 jours sur mon terrain ou dans ma maison, mais c'est vraiment, ça va jouer, dans le fond, sur tout le reste d'une bonne partie de ma vie. Ces événements-là s'accumulent et génèrent du stress et ont des impacts sur la santé mentale des individus. Ça vous donne une illustration de ce que je viens de vous dire, dans le fond. Vous avez à gauche l'inondation qui va créer du stress, des craintes et un deuil. Le deuil peut-être de sa motoneige, le deuil de son chat ou de son chien, le deuil de son appartement, le deuil de sa maison. Et après ça, dans le processus de rétablissement, lorsqu'on retourne à la vie normale, il y a les stresseurs secondaires qui vont apparaître ou qui sont conséquents, dans le fond, aux inondations, comme la perte liée à ses conditions de vie, changement de milieu de vie, le fait d'être localisé, l'attente de réponse de la part du MSP, vivre de l'insécurité ou de l'endettement économique. Ça peut s'accompagner aussi d'autres événements de vie, comme par exemple le décès de son parent ou le décès d'un de ses enfants. Donc, ça vient que ça s'accumule, dans le fond, ces stresseurs-là, et ça va avoir un impact sur les perspectives d'avenir ou sur les capacités des individus à renouveler leurs ressources. Donc, on va peut-être assister en fonction soit d'un épuisement graduel de l'individu ou bien la résilience ou une adaptation, dans le fond.
Et là, ça illustre un peu, si on prend ce schéma-là, dans le fond, on est tous à gauche, le post-trauma, dans le fond, c'est que là, on a tous notre historique, une histoire dans notre vie, des événements difficiles qu'on a pu vivre, etc. Et là, si on prend la pandémie, ça s'est accumulé, le stress a rentré là-dessus, on a eu des mauvaises nouvelles. Et là, tout d'un inconvénient qui se passe dans notre vie. Et là, ben, là les autres vont dire, ben, comment est-ce que je peux dire, surréagis dans le fond. Mais c'est parce que dans le fond, c'était très pénible cet événement-là. Je ne sais pas si vous voyez, comment je peux descendre ça. En tout cas, bon. Donc, puis qu'est-ce qu'un stresseur? Dans le fond, c'est des stresseurs peuvent être définis comme des conditions de vie, des menaces, des défis qui viennent, dans le fond, qui représentent des contraintes structurelles qui remettent en question le bien-être et la capacité des individus. On va parler de stresseurs primaires, se produisent un peu de temps ou pendant les inondations ou après les inondations. Les stresseurs secondaires, c'est inclus les événements, les situations perturbatrices ou déstabilisantes qui découlent du cynisme, comme par exemple la perte de son emploi, le fait de prendre sa retraite prématurément parce qu'on a développé des problèmes de santé suite à notre exposition aux inondations. Et là aussi, dans le cas théorique, dans le fond, c'est que pour ma part, dans le fond, être victime d'une inondation puis vivre des stresseurs, dans le fond, ça affecte pas seulement la santé mentale des individus, ça affecte aussi leur santé physique, leur habitude de vie, leur vie professionnelle, leur vie familiale, leur vie sociale. C'est sûr qu'il y a surtout des impacts négatifs, mais il y a aussi des impacts positifs, par exemple, comme l'augmentation des liens familiaux au niveau familial qu'on s'est rendu compte aussi. Il y a au niveau du développement personnel aussi, les gens, parce que nous, on a fait des recherches, là, 3 ans, 8 ans, 1 an, 3 ans, 8 ans après des inondations, puis 28 ans après un glissement de terrain, puis 2 ans après la tempête de verglas, etc. Puis après ça, 3 ans après lac mégantic. Les jeunes, après un recul, dans le fond, les jeunes nous ont dit qu'ils ont eu surtout des impacts positifs dans leur vie personnelle, mais très peu dans leur vie, très peu au niveau de leur santé physique, puis très peu au niveau de la santé mentale. Donc ça, c'est vraiment mon contexte théorique ou ma philosophie de vie quand j'étudie les conséquences des catastrophes. Je vais toujours chercher ces éléments-là, à la fois des impacts positifs, à la fois des impacts négatifs dans les différentes sphères de vie des individus. Donc, c'est vraiment des impacts multifactoriels. Au niveau de le contexte de l'étude, les résultats que je vous présente, dans le fond, c'est une étude interdisciplinaire réalisée par 5 chercheurs provenant de 5 institutions différentes. Donc, Mélissa Généreux de l'Université de Sherbrooke, Michael Bourdeux-Briand de l'Université Laval, Mathieu Boudreau de l'UQAM et Julie Maud Normandin de l'ENAP. Ça, c'est intéressant parce que moi, je ne connaissais pas M. Bourdeau ni M. Boudreau. Puis c'est dans la dernière assemblée générale que j'ai rencontré ces personnes-là. C'est lors de cette assemblée générale-là qu'on a développé notre intérêt pour ce projet-là. Donc, vive le risque et son approche intersectorielle et interuniversitaire. Donc, l'objectif qui fait l'objet de la présentation, c'est documenter ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est vraiment documenter les sources de stress sociaux, administratifs et financiers vécus tout au long du processus de rétablissement, avant, pendant et après les inondations 2019, mais il y a aussi eu des inondés de 2017, dans le fond, dans la recherche. Donc, il y a 2 méthodes qu'on a utilisées, les entrevues semi-dirigées, réalisées auprès de 15 propriétaires occupants ayant suivi les inondations de 2019 ou de 2017 ou de 2017 et de 2019. Mais il fallait aussi que le critère de sélection, il fallait qu'il ait fait une demande d'indemnisation auprès du gouvernement parce qu'on voulait étudier tout ce processus-là de stress qui est relié à ce processus d'indemnisation-là. Il y a eu un questionnaire aussi qui comprenait, dans le volet quanti, là, il y a un questionnaire qui comprenait 59 questions fermées, dont une question verte qui nous a permis, dans le fond, d'identifier les stresseurs que vivaient ces personnes-là. La question posée, c'était la suivante. Pouvez-vous nommer les événements ou les situations que vous avez vécues en lien avec les inondations de 2019, parce que là, c'était les inondés de 2019, qui vous ont particulièrement stressé ou qui ont affecté votre santé psychologique ou votre santé physique. Donc là, à partir de ça, on a fait la catégorisation. Et là, je vais vous présenter en premier lieu, dans le fond, avant de vous présenter, c'est qu'une personne inondée, dans le fond, c'est une personne qui a au moins une pièce inondable.
Un individu est considéré perturbé, c'est qu'il n'y a pas eu de pièce habitable inondée, mais il a vécu soit une évacuation, soit il a interrompu des services à domicile, soit il y a eu des difficultés d'accès aux services à la communauté, puis il y a eu un air non habitable qui a été inondé, par exemple, mettons un sous-sol qui n'était pas fini et qui a été inondé. Les personnes non inondées, donc les non sinistrés, c'est les gens qui n'ont pas eu de pièces habitables inondées, puis n'ont pas vécu non plus, n'ont pas été perturbés non plus. Oh, excusez-moi, je reviens là plus tard. Les stresseurs vécus par les sinistrés, volet qualitatif, dans le fond, bon, sur les 15 personnes, j'ai 10 femmes qui ont répondu, l'âge moyen 64 ans, 9 ont revenu familial inférieur à 100 000 7 sont des retraités, 8 ont complété des études universitaires et 9 vivent en couple. Daniel, excuse-moi de te couper, on voit toujours la même diapo, c'est-tu normal? Ouais. Oui, non, c'est pas normal. Moi, je la vois, elle change. OK. Nous, on est sur Past Trauma avec les… Je ne sais pas pourquoi. Vas-y. Arrêter le partage. Le partage d'écran est en pause. Ah, pourquoi il est en pause? Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et là, je suis dinosaure, là. Non. On arrête le partage, on recommence? Arrête le partage, puis recommence, oui. Excusez-moi, là, ta parouette de Bill. Je pensais que c'était moi, mais… Bon. Je peux reprendre le partage. Je remets en plein écran, puis… Oui, je le mets en plein écran, là. Voilà. Puis va la diapo que tu veux. Puis on va voir. Il ne vient pas en plein écran, le petit limite. OK. Est-ce que vous voyez outil de collecte de données? Oui, ça c'est beau. Bon, mais où on était? Bon, donc, les stresseurs vécus. Donc, il y a eu deux volets, volet qualitatif, comme j'ai dit tantôt, volet quantitatif. Et dans le volet qualitatif, donc, il y a eu 15 personnes qui ont été interviewées. Donc, 15 personnes ont accepté de participer à l'étude. Idéalement, on en voulait 20, mais il y a vraiment seulement 15 personnes qui ont… On a fait du recrutement dans différentes municipalités. On a quand même eu… On était supposé faire notre étude à Saint-André-d'Argenteuil puis à Rigaud, recruter les 20 personnes-là, chacun 10 dans certains endroits, mais ça n'a pas levé. Fait qu'on a fait une annonce Facebook et c'est là qu'on a eu la majorité du monde par Facebook, on les a recrutés. Donc là, est-ce que ça change? Conditions de logement, c'est ça? Vous voyez? Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Oui, parfait. Donc, sur les ça change-tu? Oui. Oui. 11 vivaient dans une maison unifamiliale. 6 sur les 15 ont dû déménager à la suite des inondations 2019. 3 habitaient seuls. 11 personnes ont été inondées en 2017 et 2019. 8 estimaient que leur maison ne pouvait pas être inondée. Mais c'est quand même curieux, par exemple, 11 sur les 15 auraient tout de même acheté leur maison s'ils avaient su ou savaient qu'elle était située en zone inondable. Donc, c'est l'attrait de la rivière, probablement, ou de l'eau qui intéresse les personnes, ou l'environnement, le bel environnement qui intéresse les personnes, malgré le risque. 11 personnes sur les 15 n'ont pas été averties en 2017 des inondations. 8 n'ont pas été averties en 2019. 9 personnes ont utilisé des sacs de sable en 2019. 12 sur les 15 ont été évacuées. Puis 9 sur les 15 ont utilisé des pompes. Donc, ça vous donne les caractéristiques des répondants sociodémographiques, mais aussi ce qu'ils ont vécu lors des inondations de 2017 ou de 2019. C'est quoi les sentiments éprouvés? Le principal sentiment éprouvé est en rouge, c'est l'impuissance ou se sentir dépourvu face aux embûches rencontrées. Mais donc, face aux stresseurs rencontrés, si on peut appeler ça comme ça. Puis on voit aussi qu'il y en a qui ont parlé de détresse, de stress, d'insécurité, de colère, de déception, de découragement, sentiment de culpabilité, sentiment de trahison aussi face à sa municipalité. Mais il y a quand même eu des émotions positives face à la solidarité et au soutien reçu des membres de leur entourage, ou de leur municipalité ou de la Croix-Rouge. Donc, si je vous un extrait de discours, par exemple, qui vous démontre un peu ce que les gens peuvent vivre, dans le fond, du stress, énormément de stress. Je n'ai jamais senti autant de stress de ma vie, de la détresse parce qu'on tombe et là, tu vois que ton conjoint qui est inébranlable et tout d'un coup, il ne l'est plus. Et l'impuissance parce qu'il n'y a rien à faire, il n'y a rien que tu peux faire, absolument rien. Et encore une fois, bien, c'est de ne pas pouvoir avancer. De l'impuissance, je me sentais bien impuissante, du désespoir, de la détresse, mais surtout de la peur. Surtout de la peur.
avant de l'ampleur de tout ça. Donc, si on regarde les impacts par rapport aux inondations sont ouverts au niveau de la santé physique, parce qu'on identifiait pas seulement les stresseurs, mais on identifiait aussi ce qu'ils avaient vécu, etc. Et ça, c'est toutes les conséquences qui ont été nommées par au moins un répondant sur les 15. Au niveau, il y a eu des impacts sur la santé physique, des impacts sur la santé mentale, des impacts sur la vie personnelle, familiale, sociale et professionnelle. Mais ça, c'est les impacts négatifs. Il y a eu quand même des impacts positifs. Par exemple, il y en a qui nous ont tiré des leçons de leur expérience. Parce qu'on s'est rendu compte que les personnes qui ont été inondées en 2017 ont été moins stressées lors des inondations de 2019 parce qu'ils savaient, dans le fond, ce qu'il fallait faire, puis ils savaient aussi ce qu'ils allaient vivre. Donc, il y a la remise en question de ses valeurs personnelles. C'est intéressant aussi de prendre conscience des changements climatiques parce que les gens nous ont dit, ben, on n'était pas très, très, très chaud. On ne croyait pas tellement au changement climatique, mais quand tu vis des inondations pendant 2 années, je pense que ça joue un peu là. Donc maintenant, les stresseurs maintenant qui ont été nommés par les 15 répondants, ou peut-être pas par l'ensemble des répondants, mais ceux qui sont ressortis dans le volet qualitatif, les stresseurs avant que ça arrive, là, il y a eu un seul stresseur qui a été nommé par les répondants, c'est ne pas avoir été averti de la survenue de la crue des eaux. Donc, il y en a 11 en 2017 qui n'ont pas été avertis, 7 en 2019, ont été pris par surprise et n'ont pas su se préparer face à l'adversité à l'arrivée de la crue des eaux. Ça a amené son lot de conséquences, peu de temps pour protéger sa demeure, s'assurer de la sécurité des membres de son entourage, qui laisse parfois peu de temps pour se préparer mentalement à la survenue des inondations. Les stresseurs pendant, il y a la vitesse de la crue des eaux. Donc, là, on a eu aussi des gens de Saint-Marthe-sur-le-Lac qui ont participé à l'étude. Je ne peux pas vous dire combien là, exactement, mais je me semble que c'est 2, 3 là, qui proviennent de Saint-Marthe-sur-le-Lac, et entre autres que la vitesse de la crue des eaux, donc ils ont eu peu de temps de réaction, très peu de temps pour se préparer, déplacer des meubles, récupérer des souvenirs. Je vous dirais, c'est plus la perte de ces souvenirs-là qui affecte les sinistrés d'inondations que la perte d'autres biens que tu peux te racheter comme la laveuse sécheuse, mettons, là, tu sais. Hein? L'autre stresseur vécu pendant, c'est la longue durée de la crue des eaux. Donc, ça crée l'incertitude et du stress quant à la sécurité de son domicile. La peur d'être pillé aussi, ça, c'est un élément qui a été soulevé aussi par plusieurs sinistrés. Inquiet aussi quant au bris de sa pompe et de sa demeure, parce que plus l'eau va durer longtemps, peut-être qu'il risque que la pompe brise de briser. Puis le fait aussi de devoir être évacué à cause de la longue durée des crues des eaux. Alors, c'est vraiment l'évacuation qui a été dure, la crainte de voir le niveau monter, la détresse de voir le niveau qui ne descend pas. Parce que la décrue, c'est long, surtout en 2017, elle a été très longue à descendre. On se demandait même si elle redescendrait. Un autre stresseur pendant, c'est le manque de solidarité et d'empathie de la part de certains intervenants. Donc ça aussi, c'est un élément qui est important aussi. Et certaines aussi organisations ou l'armée, mettons, il y a eu beaucoup de militaires, j'en ai entendu parler en Ottawa, entre autres, les militaires, ils ne pouvaient pas aider pour les sacs de sable, ils ne pouvaient pas faire telle affaire parce que leur dirigeant leur avait dit, vous pouvez faire ça, ça, ça. Puis là, on les voyait, des fois, ils ne faisaient rien, etc. Puis on a trouvé qu'ils n'étaient pas toujours très gentils. Au niveau de la Croix-Rouge aussi, les intervenants de la Croix-Rouge, de la SPCA, juste les animaux, là, je me suis fait répondre par la Croix-Rouge d'aller les porter à la SPCA. Mais c'est ma famille, ça. Alors, tu comprends, l'aspect humain, c'est 0 et une barre. Tu deviens un numéro dans un système avec des cases à cocher. Et si tu ne rentres pas dans les cases, bien, tout bad. Il faut que tu mettes un rond dans un carré. Il faut que tu fites dans la case. Donc, ça, c'est quand même, je trouve que ça parle beaucoup, ces extraits de verbatim-là. Les stresseurs, c'est là qu'on a vécu. Les gens ont vécu le plus de stress qu'ils nous ont nommé. Donc, il y a eu la relocalisation qui fait, dans le fond, les gens perdent leur repère, ils vivent de l'incertitude, ils sont inquiets, ils n'aiment pas plus avoir de chez soi. On s'est rendu compte aussi qu'il y avait des déménagements répétés parce que les individus, souvent, vont aller à l'hôtel quelques jours, vont aller chez leurs parents, vont aller à l'hôtel, vont aller chez des amis, vont aller dans un chalet, vont aller dans un appartement, etc., avant d'être réaménagés dans leur domicile. Manque d'information et d'intimité aussi. Bon, le processus d'indemnisation aussi. Qu'est-ce qui leur stresse? Des délais trop longs, le manque de clarté dans les procédures, la difficulté à rentrer en contact avec les fonctionnaires du MSP,
manque d'accompagnement et de suivi, soit de la municipalité ou de la MSP. Manque d'empathie aussi de la part des fonctionnaires de la MSP. Un autre stress après les inondations, les pertes matérielles. Donc, les gens sont obligés de faire le deuil, une peine face aux souvenirs perdus. Et plus les gens vont avoir la difficulté à accepter la perte de leur maison, plus ça va être difficile, plus le processus de rétablissement est difficile pour ces individus. Il y a les problèmes financiers aussi, qui est un stresseur important parce que les gens, il faut qu'ils s'endettent, il faut qu'ils souvent fassent à faire avec une nouvelle hypothèque. Donc, ça crée de l'anxiété financière et de l'anxiété. On se rend compte aussi que le fait d'avoir été inondé, il y a des gens qui ont perdu la valeur de leur demeure. Il y en a qui ont perdu leur épargne, dans le fond, qui était probablement pour leur projet de retraite ou pour d'autres projets, puis ils ont dû les prendre pour réparer, rénover leur maison. Les travaux à réaliser aussi, le stress et la fatigue, les chocs face à l'ampleur des travaux réalisés quand tu rentres, là, puis tu vois toute l'eau, tout débâti, etc. Le constat des pertes, des dommages à son domicile, c'est un élément important. C'est pour ça que maintenant, au Québec, souvent, le constat de ces pertes-là se font en compagnie, dans le fond, d'un employé municipal plus d'une intervenante sociale qui peut apporter du soutien émotif aux personnes qui constatent les dommages à leur domicile. Ça crée aussi des blessures, des fois graves qui ont forcé à l'hospitalisation. Et on était en pleine période COVID, dans le fond. Et là, ça a été un stresseur aussi parce que ça a fait des retards dans les travaux de nettoyage et de rénovation. Ça a eu des impacts sur le moral, dans le fond, et la qualité de vie des personnes. Les sinistrés ont dû rapporter aussi certaines activités. On leur demandait aussi dans le guide d'entrevue, dans le fond, qui était toutes des questions ouvertes, on leur demandait, c'était quoi votre pire stresseur? Les pires stresseurs qui ont sorti, c'est le temps et l'énergie consacrés pour compléter les demandes d'indemnisation, l'attente des réponses du MSP, le manque d'empathie des intervenants, des membres de son entourage et de la population générale. Je ne sais pas si vous vous rappelez, en 2017, dans le fond, là, le discours du gouvernement, ça s'est transmis dans le fond, parce qu'il y a eu beaucoup moins de bénévoles qui ont aidé les sinistrés en 2019 qu'avant dans certaines municipalités. Il y a le discours aussi de dire que c'est ta faute, t'as qu'à déménager, puis que c'est votre responsabilité, dans le fond, d'être inondé. Vous avez qu'à changer de milieu de vie, puis c'est pas à nous à payer pour ça, puis etc. Là. Donc, il y a eu ça aussi, là, dans le fond, là, ce sentiment d'animosité de la population générale qui a affecté le moral des sinistrés. Les mauvaises relations aussi avec les entrepreneurs et les ouvriers. Donc, un autre extrait de verbatim, l'attente du gouvernement, les délais, l'attente, l'impression d'être pogné, de ne pas pouvoir rien faire, de ne pas pouvoir avancer les choses et de passer à autre chose, malgré toi, malgré ce que tu veux. Donc, c'est un peu ça qui fait le bilan des entrevues qualitatives. Je trouve que c'est assez riche comme contenu. Ça vient un peu expliquer les résultats du volet quantitatif. C'est sûr que le volet quantitatif, on n'avait pas le N, on n'a pas eu le N qu'on espérait, dans le fond, parce que même si les gens avaient dit en 2017, lorsqu'on a fait la première enquête en 2019, 6 mois après, si on pouvait les recontacter pour faire une autre entrevue, passer un autre questionnaire un peu plus tard, dans le fond. Même ceux qui avaient dit oui n'ont pas nécessairement dit oui lorsqu'on les a appelés pour compléter le questionnaire 2019, mais il y a quand même des données intéressantes qui ressortent. Les stresseurs, dans le fond, et là, on a dû, pour le quanti, dans le fond, mettre les perturbés et les inondés ensemble parce qu'on n'avait quand même pas assez de données pour faire des analyses quantitatives. Mais au niveau, puis on a regroupé aussi des stresseurs ensemble. Donc, avant, pendant et après, là, avant, c'est de la montée des eaux, l'attente, l'incertitude, du manque d'information. 40% des inondés ont mentionné un de ces deux éléments-là, ou les deux, puis 17% chez les perturbés. Remplir les sacs de sable ou installer et surveiller ses ponts. Donc, ça, c'est les stresseurs avant, dans le fond, des inondations. Pendant, c'est le fait d'avoir évacué sa maison, le fait d'être relocalisé ou interdiction de retourner à son domicile, ça fait une première catégorie. La coupure d'eau, d'électricité, la fermeture des routes, l'isolement, ne pas pouvoir quitter son domicile. La présence des policiers ou des militaires qui vient, c'est quand même impressionnant là, de voir ces policiers-là, ces militaires se promener dans sa rue là, et tout ça. L'empathie pour les personnes, les sinistrés ont été eux-mêmes affectés par les autres personnes sinistrées ou parce qu'ils ont hébergé des personnes sinistrées. Ils étaient à la fois sinistrés, puis à la fois, dans le fond, ou perturbés, puis ils hébergeaient d'autres sinistrés. Les stresseurs, après,
les dommages matériels, la perte de la valeur de sa maison ou la perte de sa maison, les difficultés avec les assurances ou avec le gouvernement, le fait de devoir nettoyer ou de réparer son domicile ou le reconstruire, la gestion de problèmes de santé ou vivre de l'insécurité, le fait d'avoir des tracas professionnels, des stress financiers ou de l'endettement et des conflits conjugaux ou familiaux. Ça a changé, là? Oui. Donc, si on regarde la santé mentale maintenant et la perception des inondés, des perturbés, les personnes peu ou pas satisfaites de leur démarche d'indemnisation sont proportionnellement plus nombreuses que les répondants satisfaits à présenter les 4 problèmes de santé qu'on a étudiés, la détresse psychologique, l'anxiété, le stress post-traumatique et les manifestations de dépression. Ce qui est surprenant, c'est ça va à l'encontre des données qualitatives, là, dans le fond, c'est pas de lien significatif entre la perception des délais de réponse des demandes d'indemnisation et la santé mentale des répondants. Mais c'est probablement parce que notre N n'est peut-être pas assez élevé. Les mauvaises relations avec les fonctionnaires du MSP sont associées à la présence d'anxiété et de stress post-traumatique. Juger que l'aide financière est insuffisante est associé à la présence de stress post-traumatique et estimer que les compensations financières ne sont pas équitables est associé à la détresse psychologique, à l'anxiété et au stress post-traumatique. Le fait d'avoir vécu au moins un stresseur est associé à la présence des 4 problèmes de santé mentale étudiés, donc soit un stresseur primaire ou secondaire, dans le fond. Subir des dommages matériels, perdre la valeur de sa maison ou perdre sa propriété est associé à la présence des 4 problèmes de santé étudiés. La présence de coupures d'eau ou d'électricité est associée à 3 des 4 problèmes de santé qu'on a étudiés, que ce soit la détresse psychologique, l'anxiété et la dépression. Puis nettoyer ou réparer et reconstruire son domicile est associé à l'anxiété, à la dépression et au stress post-traumatique. Et lorsque les personnes mentionnent qu'un seul stresseur, les analyses démontrent que le fait d'être évacué, relocalisé ou interdiction de retourner à son domicile est associé au stress post-traumatique. Je vais peut-être pas prendre mon 30 minutes, hein, finalement, et on va pouvoir échanger. Et là, on a fait des analyses c'est pour moi, là. C'est Michael qui a fait des analyses de régression. Donc, on a mis des caractéristiques sociodémographiques différentes dans un modèle de régression, puis on a regardé, dans le fond, qu'est-ce qui était relié à la détresse psychologique. Et ce qui est intéressant, par rapport à la plupart des 3 premiers problèmes de santé psychologique, détresse psychologique, anxiété, stress post-traumatique, non, c'est les 2 premiers, je pense, c'est être âgé de moins de 65 ans, tu as vécu moins de détresse psychologique, puis tu es moins anxieux. Mais toutes les autres sont reliées, dans le fond, les autres facteurs, à percevoir son état de santé physique comme mauvaise, constater une dégradation de son état de santé au cours des derniers 6 mois, trouver que le programme d'indemnisation n'est pas équitable, puis vivre de multistresseurs, c'est associé à la présence de détresse psychologique. Au niveau de l'anxiété, dans le fond, la mauvaise santé psychologique aussi, considérer que son état de santé comme mauvais, considérer que son état de santé a dégradé. Le fait que tu as reçu de l'aide pour les démarches d'indemnisation aussi. Et ça, c'est qu'un peu, je me dis peut-être que ça, le fait que si tu as reçu de l'aide pour des démarches d'indemnisation, parce que ton dossier était pas mal compliqué, fait que ça a joué sur de l'anxiété. Les stresseurs primaires aussi de coupure d'eau et d'électricité font en sorte que les gens ils ont 8 fois plus de chances d'avoir vécu de l'anxiété si tu as vécu des coupures d'eau et d'électricité. Et vivre aussi des dommages matériels, ils ont 3 fois plus de chances, dans le fond, de vivre de l'anxiété. Au niveau du stress post-traumatique, moins tes revenus sont élevés, plus tu risques de souffrir du stress post-traumatique. Moins tu considères ton état de santé, dans le fond, mauvaise santé physique, plus tu souffres de stress post-traumatique. On a déjà vécu une inondation avant 2019, donc c'est être inondé, le cumul d'être inondé, dans le fond. Plus tu fais des pertes financières, plus, dans le fond, tu crées du post-traumatique. La même chose pour l'équité par rapport ta perception de l'équité par rapport au programme d'indemnisation du gouvernement du Québec. Plus tu trouves ça inéquitable, plus tu as de chances, dans le fond, près de 5 fois plus de chances de souffrir de stress post-traumatique. Si tu vis de multiples stresseurs, donc un stresseur et plus, puis si tu es obligé de mettre des sacs de sable ou des pompes, dans le fond, utiliser des pompes, tu vis le stress post-traumatique. Au niveau de la dépression, dans le fond,
bon, c'est associé à une mauvaise santé physique, à la dégradation de son état de santé. Plus tu as des pertes financières importantes, plus tu souffres de dépression. Plus tu trouves que le programme est inéquitable, plus dans le fond, là, tu vas souffrir de dépression. Puis aussi, des stresseurs secondaires, c'est intéressant ça, parce que dans le fond, on ne sait pas comment l'expliquer, mais si tu as des difficultés avec les assurances ou l'aide gouvernementale, tu es moins dépressif. Tu as moins de chances d'être dépressif. Donc, c'est un peu, ça va à l'encontre, dans le fond, de nos hypothèses de travail, dans le fond, cet élément-là. Si on veut maintenant conclure, on va peut-être finir plus tôt. Je ne sais pas ça fait combien de minutes que je parle. Mais ce qui m'a surpris, mais je suis un peu découragée en même temps, là, parce que les stresseurs nommés par le répondant sont sensiblement les mêmes que ceux que j'avais identifiés lors de mon étude sur les conséquences des inondations de 1996. Donc, c'est comme quoi rien ne semble avoir réellement évolué ou changé au Québec par rapport aux stresseurs que vivent les sinistrés, puis aux programmes qu'on a mis en place pour les aider. Le processus d'indemnisation en vigueur au Québec ne semble pas toutefois faciliter le processus de rétablissement des individus. Et ce qu'il faut qu'on retenir aussi, c'est que le soutien psychosocial ne compte pas tous les besoins des sinistrés parce qu'ils vivent différents types de stresseurs. Puis s'ils ont des stresseurs qui sont plus d'ordre matériel ou plus d'ordre de remplir des formulaires, etc., il faut qu'on aide ces personnes-là à le faire aussi. Donc, même si on veut travailler sur la dépression, l'état de stress post-traumatique, à mon avis, il faut travailler sur ces stresseurs-là pour diminuer ces problèmes de santé mentale-là. Les sources de problèmes de santé mentale n'est pas seulement dû au fait d'être inondé, mais lié au nombre, à la gravité et à la persistance des stresseurs. Fait que j'aurais fini. Puis excusez-moi là pour ma difficulté de partage tantôt. Est-ce que j'arrête le partage? Oui. On peut échanger là-dedans. S'il y a des éléments qui vous ont surpris, est-ce que ça vous sensibilise plus à ce que vivent les sinistrés, dans le fond, puis c'est dire que être sinistré, ça ne finit pas là, quand l'eau est partie. Là, être sinistré, ça continue pendant de nombreux mois, voire de nombreuses années. Tout à fait. Ben, merci beaucoup, Daniel. Très, très intéressant. Donc, je suis sûr qu'il va y avoir plein de questions. Alexandre. Oui, merci, Daniel, pour la présentation. Je me posais la question, tu sais, tu parles justement des difficultés d'accompagnement des citoyens dans leur démarche d'aide financière. Est-ce que durant tes études, tu as vu des exemples quand même positifs de façon d'accompagner les citoyens? Par exemple, j'avais eu l'expérience à Saint-André-d'Argenteuil où je pense qu'il y avait eu un accompagnement assez fourni puis personnalisé. Fait que je voulais en savoir plus. Oui, bien, c'est ça. Bien, je voulais vous donner parce que c'est pour ça qu'on avait choisi Saint-André-d'Argenteuil pour participer à l'étude, parce que mon hypothèse, c'était que les citoyens ils ont été aidés par la municipalité pour remplir leur formulaire. Ils ont eu vraiment de l'aide, puis moins à rigot. Fait que je voulais comparer, dans le fond, voir les différences. Est-ce que la santé mentale était différente et tout ça? Parce que Saint-André-d'Argenteuil, l'expérience intéressante, c'est qu'ils ont libéré un intervenant municipal pour accompagner les sinistrés dans leur demande d'indemnisation. Puis, ils ont fait signer un document comme quoi la personne de la municipalité pouvait directement appeler le ministère de la Sécurité publique lorsqu'il y avait un problème dans un pépin dans le dossier. Puis, il y avait des contacts réguliers, puis ils savaient qui appeler, tout ça. Fait que ça diminuait le stress chez les sinistrés. Il y a aussi, dans le fond, d'autres expériences intéressantes. Il y a à Gatineau aussi, où ils ont formé un comité de relogement des personnes sinistrées en compagnie des organismes communautaires. Donc, les organismes communautaires d'aide au relogement avec le CIUS et avec la municipalité. Mais lorsqu'une personne avait la difficulté à se relocaliser, bien, son dossier était amené à la table de concertation. Et là, les organismes communautaires pouvaient dire, OK, moi, je vais le prendre en charge, OK, j'ai un logement là, etc. Fait que ça accompagnait les sinistrés dans la recherche de logement. Et j'avais justement Saint-André-d'Argenteuil. Pour moi, là, il y a aussi des CLSC qui libèrent des intervenants pendant toute la période de rétablissement, ce qu'on appelle l'équipe dédiée aux inondations, où il y a un ou deux intervenants psychosociaux, des travailleurs sociaux qui sont libérés de leurs tâches habituelles et qui se chargent, dans le fond, que lorsqu'un sinistré appelle au CIUS, ils prennent en charge leur dossier puis ils font des interventions pendant au moins 2 ans, jusqu'à temps qu'ils sentent que la période de rétablissement est assez correcte. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, merci.
Merci beaucoup, Thomas. Oui, merci Daniel pour la présentation, puis merci pour la réponse à la question d'Alexandre, parce que ma question est un peu dans ce sens-là. C'est bien que tu nous présentes des cas positifs de diminution de stress, parce que ta première conclusion est assez sombre, celle qui dit que finalement, il n'y a peut-être rien qui a changé. Puis ma question allait dans le sens, est-ce que, parce qu'on peut penser que la façon de gérer les sinistres ou les inondations a quand même évolué depuis 1996. Il y a eu des améliorations dans les problèmes d'indemnisation, dans la façon de gérer les inondations, les méthodes, puis de faire le suivi. Puis ma question était si, malgré des ajustements qui ont été faits, si les stresseurs demeurent, est-ce que c'est possible qu'il y a certains stresseurs sur lesquels on ne peut pas jouer, peu importe ce qui est fait, ce que le sinistré va vivre va demeurer le même peu importe ce qu'il y a autour de lui. Puis, par exemple, pour l'inéquité, est-ce que, peu importe les programmes qui sont faits avec le désir d'équité, je pense, là, peu importe comment ils sont faits, le sinistré va toujours, enfin, pas toujours, mais il y a plus de chances qu'il vive de l'inéquité parce qu'il est en situation sinistrée, peu importe le programme qui est mis en place. Est-ce que c'est les stressants qui demeurent malgré des ajustements? C'est sûr qu'il y a des stresseurs qu'on ne peut pas jouer beaucoup, c'est vrai, là, je n'ai pas pensé à ça, merci Thomas. Ça va en parler dans ma discussion du rapport de recherche. Mais c'est sûr qu'il y a des stresseurs qu'on ne peut pas, la peur, voir l'eau monter, c'est un stresseur, avoir peur de quitter son domicile, etc., c'est un autre stresseur. On ne peut pas vraiment changer ça. Mais je pense qu'au niveau du système d'indemnisation, la façon dont on rentre en relation avec les sinistrés, je pense que me semble que là, il y a des stratégies qu'on pourrait mettre en place, comme par exemple, pourquoi que les MSP s'en vont pas quelques jours dans une même municipalité, puis ils rencontrent les gens en direct, etc. Puis, je pense qu'il y a des moyens qui pourraient être pris, qui pourraient diminuer certains stresseurs, les stresseurs les plus importants où on pourrait jouer un rôle. C'est sûr qu'il y a des interventions. Je pense qu'on s'est amélioré au niveau des interventions là, par rapport. Mais je pense qu'on s'est amélioré dans l'intervention, dans la période, dans l'étape, à mon point de vue. On s'est amélioré dans l'intervention, mais on ne s'est pas beaucoup amélioré au niveau du processus de rétablissement, dans le fond, où ça tarde à. Les gens, ça tarde à ce qu'on leur trouve un logement. Ils peuvent rester jusqu'à 2 ans dans une chambre d'hôtel avec 2 enfants, tout ça. Tu sais. Il me semble qu'on a du travail à faire dans cette période-là de rétablissement, là, puis qu'il manque de collaboration, de concertation entre la ville, les CIUS et tout ça. Mais le livre qu'on va donner là, à l'Assemblée générale, là, c'est un livre sur les interventions qui ont fonctionné. Là. Il y a quand même d'espoir, puis ça a évolué, mais il reste encore beaucoup de choses à faire. Je pense que décomplexer les formulaires d'indemnisation, ça serait déjà une affaire à faire. Tu sais. Les gens nous disent, on a l'impression que les fonctionnaires nous prennent pour des voleurs puis ne nous croient pas. Tu sais. Sentir qu'il y a de l'empathie, je me semble que ça, si les fonctionnaires comprenaient plus que la détresse que vivent les gens, puis on serait plus à l'écoute de ce qu'ils disent, peut-être que ça pourrait faciliter le processus d'indemnisation. Puis bien expliquer les critères, puis tout ça, peut-être que ça pourrait, peut-être le sentiment de sentir que c'est inéquitable, dans le fond, là, peut-être que ça pourrait diminuer aussi. Là. Je ne sais pas. Je peux continuer une sous-question. Excuse-moi, Suzanne, je vais continuer. Fait que là, ce que je comprends, c'est qu'on pourrait peut-être identifier des stresseurs sur lesquels on peut agir, puis d'autres moins, puis qu'il y a des pistes de solutions pour chacun des stresseurs potentiels. Puis dans le document, dans le livre ou dans l'étude, est-ce que ça amène à des recommandations dans ce sens-là sur des... Bien, ça, c'est dans l'autre livre, c'est pas dans cette recherche-là, mais dans cette recherche-là, on va réfléchir, là, on va faire des recommandations. Mais parce qu'on a fait des focus group auprès des inondés, des intervenants, là, puis des municipalités après 2019, un an après, sur les interventions, comment ils ont vécu les inondations, c'était quoi les interventions qui semblent, selon eux, être prometteuses, dans le fond, ils semblent avoir facilité le processus de résilience des individus. Donc ça, c'est dans le manuel, là. C'est une autre recherche, ça, dans le fond. Mais on va aussi arriver. Je sais qu'il y a un autre volet de la recherche que je n'ai pas présenté là, parce que ce n'est pas moi qui en est responsable, c'est Julie Maud Normando, où elle va, avec ces résultats-là, elle va aller chercher le feeling des décideurs et des gestionnaires pour dire, bon, ben, qu'est-ce qu'on fait maintenant avec ces résultats-là? Qu'est-ce qu'on pourrait être mis en place? Qu'est-ce que vous pensez qui pourrait être amélioré, etc. Merci. Beau travail, Daniel. Merci beaucoup, Thomas, aussi pour ta question. Suzanne. Oui, merci pour la présentation. Moi, je me pose une question par rapport à ce qui arrive après aux sinistrés. Est-ce que
comme vous avez fait des enquêtes plus à long terme, est-ce qu'il y a une différence entre comment les gens vivent le stress ou se remettre du stress selon qu'ils vont savoir qu'ils vont être sortis de la zone à risque? Est-ce que si on les déménage puis on enlève leur maison, ça aide à diminuer le stress ou les laisser là, ça aide à diminuer le stress parce qu'il ne faut pas qu'ils s'en aillent? Là? Ouais, Qu'est-ce qui se passe dépendamment des types de solutions mises en œuvre? Là? Moi, mes recherches que j'ai faites, c'est parce que j'ai fait une étude sur le concept du chez-soi aussi, là, puis plus les gens étaient attachés à leur domicile et à leur environnement, parce que les gens qui vivent là, près de l'eau, ce n'est pas son domicile qui les intéresse, c'est vraiment tout l'environnement bucolique qui vivent dans le fond, puis ils ont un attachement particulier à cet environnement-là. Et plus ils sont attachés à ça, plus les gens vont rencontrer des problèmes de fonctionnement social ou d'adaptation. Donc, tous les gens, en tout cas, dans l'étude qu'on a faite sur le concept du chez-soi, la majorité des personnes qu'on a rencontrées qui ont changé de domicile, parce qu'il fallait que le domicile ait été détruit, là, tous les gens, ils avaient l'impression que leur nouveau domicile n'était plus leur chez-soi. Parce qu'il y avait l'impression d'être dans une maison qu'ils allaient quitter là, prochainement, mais tout ça en sachant très bien qu'elle allait demeurer jusqu'à la fin de leur vie, là, ou très longtemps. Fait que les études, comprendre le concept du chez-soi, c'est un élément aussi important, puis l'attachement qu'ont avec les individus. Mais les études, ben là, je ne suis pas à jour là-dessus, mais quand j'ai fait des recensions des écrits sur les conséquences des inondations, les gens qui demeuraient en place dans le même environnement avaient moins de difficultés, présentaient moins de problèmes de santé biopsychosociaux que ceux qui changeaient de place, qui changeaient d'environnement. Parce que changer d'environnement, c'est changer de voisin, c'est de se retrouver dans un quartier où là, tu es seul, dans le fond, il faut que tu renoues toutes tes relations, etc. C'est un peu ça aussi, c'est ça. OK, c'est parce que ça, je me demandais par rapport à renouer des contacts ou à chaque fois qu'il pleut, avoir peur que l'eau monte. C'est sûr qu'il y en a qui ont dit, là, se sentaient plus en sécurité parce qu'il y avait... T'as deux types de sinistrés, à mon avis, ceux qui vont se sentir plus en sécurité. Ils étaient peut-être moins attachés à leur environnement, dans le fond. Puis ceux qui étaient vraiment attachés, parce que dans le fond, si on regarde, là, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y en a 8 sur les 15 qui auraient quand même acheté leur maison en sachant qu'ils pouvaient vivre inondés ici. C'était 8 ou je ne me souviens plus combien, là, mais c'est-tu 8? Mais je ne me souviens plus. Non, c'est 11 sur les 15 ils auraient tout de même acheté leur maison, même s'ils savaient qu'ils vivaient en zone inondable. Les gens ne croyaient pas, ils étaient en zone inondable 100 ans et tout ça, ils ne croyaient pas qu'elle allait être inondée vraiment. Et ça aussi. Ça. Merci beaucoup. Je réponds à ta question, là, assez intelligemment. Merci. Alors, je vais poser une question parce que je ne peux pas m'empêcher, Daniel, tu me connais ma propension, non pas à rebondir, mais à multiplier. Tu en parles de toute façon en disant qu'un stresseur, il vient une combinaison de facteurs. Puis, je rebondis sur la question de Thomas parce qu'il y a des choses qui, depuis 1996, 2011 pour le Richelieu, 2017 ont déjà changé. La COVID, d'autres stress. Puis tu l'as mentionné, Daniel, les facteurs de vulnérabilité socio-économique sont un facteur majeur. Il y a une augmentation des inégalités sociales aussi sur le territoire. Ça ne s'améliore pas. Alors, ma question, parce que j'ai aussi eu affaire à des sinistrés de Rigaud en 2017 versus 2019, et certains ont dit, ils l'ont répété à plusieurs reprises, dans le bureau de rétablissement inondation, qu'il y avait une empathie de la part du gouvernement en 2017 qu'ils n'ont pas trouvé en 2019. C'est ça. Mm-hmm. L'autre chose aussi, les inégalités sociales ont augmenté sur le territoire et surtout au cours des dernières années. Donc, ma question plus générale, qui a été d'ailleurs mis de l'avant par le rapport dans lequel toi et moi et d'autres collègues ont contribué, le Global Assessment Report de l'UNDRR, qui dit que les facteurs de stress, notamment la vulnérabilité, l'exposition, les inégalités, si on ne règle pas ça avec les risques systémiques qui sont en train de se produire, la COVID, les inondations à répétition, ça va devenir de plus en plus problématique le rétablissement. J'aimerais t'entendre là-dessus avec les leçons que tu as apprises. C'est sûr que dans le fond, là, parce qu'il y a différents types de catégories de personnes vulnérables. Là. Il y a les personnes qui étaient déjà vulnérables avant et eux autres, ces personnes-là ont en général pas les capacités de rebondir dans le fond et de racheter tout le matériel qu'il y avait, etc. Là.
Parce que plus tu es vulnérable, plus c'est difficile, dans le fond, de t'en sortir. C'est sûr que, comment je pourrais te dire, comment je pourrais répondre à ta question. Mais je pense qu'il faut travailler sur, puis après, la pandémie nous l'a très bien démontré, là, lorsqu'il y a un événement traumatique, les vulnérabilités s'accentuent, les inégalités économiques s'accentuent, puis être à faible revenu, là, c'est vraiment un facteur de vulnérabilité pour être exposé aux inondations, de ne pas développer des stratégies d'adaptation pour faire face aux problèmes de santé qu'on peut vivre. C'est un facteur aussi qui limite que tu te ressources, dans le fond, que tes ressources, tu les retrouves comme elles étaient avant, dans le fond. Fait que ça, c'est sûr qu'il faut, je pense, il faut travailler sur la prévention, puis il faut travailler au niveau socio-économique, c'est sûr. Il faut changer les conditions de vie des individus, puis leur permettre d'avoir des conditions décentes et tout ça de vie, c'est sûr. Là. Je ne sais pas comment est-ce que je pourrais répondre autrement à ta question. Là. Tu as donné ta réponse à ta question. En posant ta question, tu as répondu à ta question. C'est important de le rappeler parce qu'on vit dans une société qui est loin d'être égalitaire et je ne pense pas que ça s'est amélioré de ce point de vue-là. Là, on n'en a pas parlé, mais moi, ça m'a surpris, ça, dans le fond. Les gens de de plus de 65 ans ont mieux pris la vie. C'est probablement parce qu'ils sont aussi, ils ont vécu plus de stress dans leur vie, puis ont développé peut-être des stratégies d'adaptation qui sont plus positives par rapport aux gens plus jeunes, etc. Peut-être qu'ils ont comme un relâchement en disant, plus tu vieillis, plus dans le fond, peut-être que tu te détaches naturellement de tes biens, parce que c'est comme naturel un peu et tout ça. Fait que, puis les personnes âgées ont moins aussi, se sentent aussi toujours, ils sentent toujours qu'ils ne doivent pas recevoir parce qu'il y en a des pires qu'eux, que les jeunes n'ont pas peut-être cette mentalité-là, les plus jeunes. Oui, OK. Enfin, c'est vraiment très intéressant. Est-ce qu'il y aura une dernière question avant qu'on clôture la journée? Non, donc merci encore beaucoup Daniel, merci à toutes tes présentations vraiment très intéressantes, que ce soit cet après-midi ou demain. Donc merci à tous nos intervenants, les participants.